RH, notre débat quotidien. On a parlé de droit tout à l'heure à propos de la loi Sapin 2. On va s'intéresser aux avocats, à leur statut. Alors c'est un serpent de mer pour ceux qui suivent ce dossier, parce que le statut d'un avocat en entreprise, c'est un sujet polémique. Alors il ne date pas d'hier, ça fait presque 10 ans, plus de 10 ans. On lève déjà les yeux au ciel, 20 ans. Que bien des avocats, certains revendiquent le droit de pouvoir exercer leur métier d'avocat dans l'entreprise. Ce n'est pas possible, on perd son statut, on devient conseiller juridique, mais plus avocat. Mais les choses bougent et on va essayer de savoir pourquoi c'est si compliqué de faire avancer ce sujet avec mes invités. Alors eux, ils sont habités par l'idée qu'il faut faire bouger les lignes et ils vont nous expliquer pourquoi. Nathalie Attias, merci d'être là, merci de revenir sur le plateau parce que vous venez régulièrement, avocate et présidente fondatrice de Mesaccords Collectifs avec un s.com. Vous militez, on va en parler, pour que bien les avocats aient une véritable place et un rôle d'avocat au sein de l'entreprise. Merci d'être avec nous. Puis face à vous, et vous ne serez peut-être pas en désaccord d'ailleurs, Marc Mossé, directeur des affaires juridiques publiques et membre du comité de direction de Microsoft France. Et vous êtes professeur associé à l'université Aix-Marseille, si je ne m'abuse. Merci à vous deux. D'abord, commençons par le début pour ceux qui découvriraient le sujet alors qu'ils arrivaient de Mars. Ça démarre quand cette polémique de la place des avocats dans l'entreprise? Parce que pour les grands groupes, ils ont souvent des avocats qui ont été avocats, mais qui ont posé la robe pour exercer comme quoi? Comme directeur juridique? C'est ça, d'ailleurs Marc est un ancien avocat. Mais ancien avocat. D'où ça part cette dichotomie, pour faire un tout petit peu d'histoire, entre le conseiller juridique, ce qui est votre poste actuel, et le métier d'avocat? Ça fait une trentaine d'années, je pense, que ce sujet revient dans la profession. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est le rapport Darrois, oui, qui a évoqué donc cette possibilité que l'avocat pouvait exercer en entreprise. Et depuis, moi je suis par ailleurs présidente de la section parisienne d'un syndicat d'avocats qui s'appelle l'Association des avocats conseils d'entreprise. Donc nous avons depuis très nombreuses années un partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise, dont Marc Mossé est président. Et nous portons ce sujet de l'avocat salarié en entreprise parce que au-delà des problèmes techniques que ça suppose, il y a un vrai enjeu économique. Et si aujourd'hui le sujet revient à la charge, j'ai envie de dire, de manière actualité en novembre dernier précise, c'est que cet enjeu économique est celui de l'attractivité des entreprises à l'international. Mais ça, je pense, Marc, que tu peux en parler. Ça, c'est ça l'argument, c'est votre argument, c'est l'argument. Alors, c'est l'argument de masse. Mais juste un mot, il faut savoir que le président Macron, depuis 2015, porte ce sujet. C'est pas nouveau, Il porte ce projet depuis 2015. En 2015, il avait essayé d'intégrer dans la loi sur la croissance économique, mais la profession d'avocat en majorité en province. Voilà. Sur les barres alors, on y reviendra. C'est vrai qu'il y a une espèce d'antagonisme Paris-Province qui est sorti là très récemment. Mais en 2015, il avait souhaité le faire. Il a retiré ce projet et puis c'est revenu avec le rapport Gauvin qui est venu remettre ce sujet dans un rapport sur l'attractivité des entreprises. C'était pas un rapport sur la bien sûr, mais c'était à l'intérieur de ce rapport. Il y avait cette question, juste une question pratique. Oui. Marc Mossé, c'est intéressant. Vous avez exercé le métier d'avocat. Quand vous êtes entré pour la première fois avec votre badge chez Microsoft, dès le départ, vous saviez que vous ne seriez plus avocat. Vous aviez prêté serment avec un code de déontologie, avec des règles extrêmement claires et précises. Dès lors que vous franchissiez la porte de chez Microsoft, c'était fini. Avant de franchir la porte, il faut d'abord se faire remettre avant de franchir la porte. J'entends bien. J'essaie d'être simple. Oui, on fait simple. Non, mais effectivement, quand vous rejoignez l'entreprise, c'est terminé. Vous faites omettre du barreau. Mais juste 2-3 mots sur ce qui vient d'être dit. D'abord, sur le sujet, l'Association française des juristes d'entreprise, donc que j'ai l'honneur de présider, qui comporte 7000 membres à peu près sur les 17 000 juristes d'entreprise, c'est une association qui a été créée maintenant une 50aine d'années, 51 ans, qui a été beaucoup créée autour de cette nécessité de renforcer le statut des juristes en entreprise pour une raison précise, qui n'est pas une raison corporatiste, qui est de faire en sorte que lorsque vous êtes juriste d'entreprise, directeur juridique ou juriste dans une équipe, vous puissiez bénéficier de la confidentialité de vos avis et de vos consultations écrites. C'est le cœur du réacteur. Parce que c'est là qu'on rejoint la question de la compétitivité des entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui elles sont dans une situation inférieure par rapport à la plupart des grandes entreprises, des grandes démocraties, des grandes économies de marché.
en Europe et aux États-Unis, et c'est pas simplement un phénomène vis-à-vis du monde anglo-saxon, c'est vrai également en Europe. Et puis, évidemment, c'est une question d'attractivité du droit français, à savoir que si le droit n'est pas puissant dans l'entreprise, eh bien, il y a un risque que ce droit s'affaiblisse. Ce qu'on voit d'ailleurs de manière assez étonnante, ou assez logique en vérité, c'est que certaines directions juridiques sont délocalisées à l'étranger dans des pays où pour bénéficier il y a la confidentialité. Donc c'est un enjeu pour les entreprises, pour les protéger, et en même temps pour l'attractivité du droit français. Juste sur le cœur du réacteur, puisque vous mettez le mot dessus, allons directement à l'essentiel, puis on parlera des freins entre les barreaux de province qui disent, mais nous, avocats de province, on a des clients qui sont les entreprises, et si les entreprises se mettent à avoir des avocats, nous, on perd un petit peu une part du gâteau. Vous avez des arguments pour y répondre. Mais sur la question du secret, ça veut dire, pour qu'on y comprenne bien, lorsque, et si vous avez gain de cause, vous êtes avocat de plein droit au sein de l'entreprise, il ne pourra pas plaider, on est bien d'accord, il ne peut pas aller plaider pour l'entreprise. En revanche, il a la garantie du secret professionnel. Alors ça, attendez, pour être très concret, tout à l'heure on évoquait la loi Sapin 2, ça veut dire que le parquet national financier exige d'une entreprise qu'il dévoile à travers son conseiller juridique, ça sera plus possible s'il est avocat. Secret professionnel. Non, mais c'est le débat qui est posé. C'est le cœur du problème. Allons au fond des choses. Oui, on peut aller au fond des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez. Alors, il y a un débat là quand même. Hein. Alors, il y a un sujet, mais on va y répondre. D'abord, je vous challenge un peu parce que sinon. Non, vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question. C'est la seule question. C'est la seule question. C'est une question qui est légitime à poser. Et je pense qu'il faut sortir des fantasmes à cet égard. Quand on regarde tous les pays où il y a la confidentialité, que ce soit à travers le statut de l'avocat en entreprise ou du juriste en entreprise comme en Belgique, aucune des autorités publiques en charge des enquêtes ne sont empêchés de mener à bien leurs enquêtes. Important de l'entendre. Très important. Nulle part. C'est important à souligner. Et c'est le fantasme. On se dit, mais là, il y aura des dossiers secrets parce qu'on ne pourra pas accéder. On agite facilement une forme de fantasme autour de ça, mais que les choses soient claires pour les juristes d'entreprise, comme pour les avocats. S'il y a la confidentialité, si enfin on arrive à aboutir sur un sujet qui est là depuis 30 ans sur la table. Moi, j'avais dit 20. Oui, mais tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est plus une question de rapport, c'est une question d'action. Si cela se fait, et on a bon espoir que cela se fasse, eh bien, il n'y aura aucune boîte noire, aucun coffre-fort qui cacherait quoi que ce soit. Il y aura des procédures pour que d'éventuelles perquisitions, c'est quand même pas le quotidien de la vie des entreprises. Il faut aussi sortir de cette idée que tous les jours il y a des perquisitions. Ça fait mal. Non. C'est permettre aux entreprises de bien faire leur travail, permettre aux juristes de remplir leurs fonctions avec les évolutions du droit, et notamment, vous avez mentionné Sapin 2, la conformité qui a de plus en plus de place dans l'entreprise, et donc faire en sorte que le droit soit un élément central de la vie des entreprises. Votre réponse, parce que vous défendez tous les deux, et vous êtes sur la ligne, on a bien compris que vous partagez le même point de vue. C'est un vrai sujet, cette question du secret professionnel. L'avocat serait salarié, il aurait donc un bulletin de paie qui est donné par l'entreprise, mais garderait son statut d'avocat. C'est ça Alors justement, on va y venir. Parlons du cadre. Parce que c'est d'argent. C'est une chose de dire, oui, le juriste en entreprise serait donc avocat et donc serait protégé. Aujourd'hui, quel est l'état du droit positif et comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça se passe, Quand il y a, parlons des perquisitions dans les cabinets d'avocats, parce que c'est ce qui se passera. Si jamais un directeur juridique est devenu avocat, alors à ce moment-là, il bénéficiera au sein de l'entreprise de la protection attachée au statut. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Quand un cabinet d'avocats est perquisitionné, parce que ça arrive, il faut que vous sachiez que ça arrive de plus en plus, parce qu'avec ce qu'on appelle la jurisprudence Sarkozy aujourd'hui, un avocat qui est placé dont le client est placé sur écoute, aujourd'hui peut se retrouver perquisitionné juste sur la base de ses écoutes si on considère qu'il a participé à une infraction. Donc, quand il est perquisitionné, il y a un délégué du bâtonnier qui est présent, qui assiste à la perquisition, et lorsque il y a des pièces, alors donc on ne peut perquisitionner que les pièces qui sont liées, qui sont liées à l'ordonnance. C'est pas du chalutage, hein. On ne prend pas tout le cabinet. Ça ne doit pas être. Non, mais ça va pas. Justement, c'est ça le problème. Vous prenez des écoutes d'ailleurs, si je peux me permettre. Non, mais c'est le problème des perquisitions, c'est-à-dire que il y a une ordonnance qui vient dire, voilà, maître un tel aujourd'hui traite un dossier sur un sujet d'escroquerie pour telle société. Eh bien, il faut que la saisie ne concerne que ce sujet-là. Sauf que, hélas, les juges d'instruction essayent de balayer beaucoup plus large. Évidemment. Et donc, dans ces cas-là,
et c'est ça l'intérêt de la présence du bâtonnier, Bah, de le vérifier. délégué du bâtonnier dit « Attendez, pour moi, cette pièce-là, elle est couverte par le secret professionnel. Je vous demande de la mettre de côté. » On la met de côté et ensuite on va se battre devant le juge des libertés et de la détention. Est-ce qu'il apprend ou est-ce qu'il apprend pas? Je peux vous dire que le délégué du bâtonnier, à Paris en tout cas, fait un travail considérable puisque la quasi-intégralité des pièces qui sont mises de côté sont couvertes par le secret et on arrive à les exclure de la perquisition. Donc, aujourd'hui, on a ce vrai enjeu de protection du secret sur les pièces de l'avocat. Pour être concret. Le problème, c'est que malheureusement, et c'est un point que Marc a évoqué, un des vrais problèmes que nous allons avoir à traiter, c'est la position des parquets. Parce que vous imaginez bien que les magistrats veulent essayer de ne pas être bloqués par le secret dans l'entreprise. Et donc aujourd'hui, nous avons une difficulté. C'est que les magistrats refusent de reconnaître que les pièces qui relèvent de l'activité de conseil de l'avocat, je ne parle pas de l'activité de défense, l'activité de conseil, qui était une grosse activité chez les avocats, n'est pas couverte par le secret professionnel. Donc celle-ci, elle part automatiquement sans que le bâtonnier puisse dire quoi que ce soit. Arnaud, vous voyez mon point, c'est que même si aujourd'hui une des deux options qui est proposée par l'Association française des juristes d'entreprise, vous voyez, nous sommes très unis sur le statut de l'avocat salarié. En revanche, sur celui de la confidentialité des avis en dehors du statut d'avocat, là nous avons un petit sujet. Parce que si on accorde la confidentialité juridique uniquement aux documents et pas attachée à un statut, alors à ce moment-là, on va avoir un problème qui est celui de la confidentialité et du secret professionnel sur l'activité de conseil. Juste un mot, là on est sur des sujets éminemment techniques. Qu'est-ce qui aurait changé si vous aviez été avocat dans votre statut? Si vous aviez eu gain de cause beaucoup plus tôt, vous seriez chez Microsoft avec le statut d'avocat. Vous seriez tenu à un monoclient et vous ne pourriez pas, pour que les gens comprennent bien, avoir d'autres clients à côté. Bien sûr. On est d'accord. Non, mais c'est très clair de ce point de vue-là. Non, mais c'est des choses importantes. C'est important à rappeler et à préciser. L'avocat d'entreprise ou le juriste avec la confidentialité, puisque ce sont les deux scénarios qui sont sur la table, n'a qu'un client qui est l'entreprise. Qui le rémunère. Qui le rémunère, il est salarié de l'entreprise. D'accord. Et il est indépendant. Je voudrais faire ce point rapidement parce que vous l'avez dit au tout début. Il faut savoir que l'Association française des juristes d'entreprise, depuis 1986, a un code de déontologie qui a été renouvelé en 2014 avec une garantie de l'indépendance du juriste en entreprise. Donc ça existe déjà. Et la question de la déontologie est pour nous tout à fait essentielle. Évidemment que, quelle que soit la formulation législative qui sera retenue, l'avocat salarié en entreprise ou le juriste en entreprise avec la confidentialité, il y aura cette déontologie, elle existe déjà, elle sera renforcée, qui garantira l'indépendance et qui permettra effectivement que l'on protège la confidentialité. Et je voudrais dire un point à cet instant qui me paraît un point vraiment important. Ce dont il s'agit là, l'enjeu qui est devant nous, c'est pas l'enjeu du statut. C'est vraiment pas l'enjeu du statut. L'enjeu qui est devant nous, c'est la place du droit. Quelle place donne-t-on au droit dans nos sociétés? Qui prend une place énorme, ce droit. Et dans les entreprises. Oui, mais c'est ça qui doit être conçu. La conformité, c'est devenu bien sûr un champ vraiment très très important du travail des juristes. Il faut qu'ils puissent le faire. C'est quoi la conformité? La conformité, c'est faire en sorte qu'il y ait une culture du droit, qu'on prévienne les mauvais comportements, qu'on analyse les risques. Donc, c'est pas pour cacher des choses, c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus. Alors, la société parfaite n'existe pas. J'entends bien. Il y ait de moins en moins de problèmes. Donc c'est ça dont il s'agit. C'est pas caché, c'est pas mettre sous le tapis. Juste un mot je sais pas si c'était clair pour ceux qui nous regardent, mais je voudrais que vous le reprécisiez. Quel est le lien entre le fait d'avoir un avocat d'entreprise, c'est-à-dire ayant un statut d'avocat, et la compétitivité d'une entreprise? Vous dites, attention, les entreprises vont avoir un problème de compétitivité. En quoi? Avec un conseiller juridique, elles auraient eu les mêmes conseils. Tu peux évoquer l'affaire de la BNP avec le litige avec les États-Unis. Et c'est pas qu'avec les États-Unis. Ce que vous voyez aujourd'hui, effectivement, c'est la partie spectaculaire. La partie spectaculaire. Les quelques milliards versés par la Banque française. Qu'on retrouve dans le rapport de Raphaël Gauvin, qui est un rapport très intéressant que je recommande à la lecture. C'est effectivement de montrer que dans un certain nombre de cas, l'application extraterritoriale de lois, notamment de lois américaines, a mis en difficulté les entreprises françaises. On pense à BNP, par exemple. Mais au-delà du droit américain, c'est entre entreprises en Europe aussi. Mais un avocat aurait fait quoi de plus? Alors, elle aurait prévenu la BNP en disant attention. Non, mais juste, allez, terminez votre phrase parce que je vous ai coupé Nathalie ensuite. C'est pas la question de prévenir,
c'est que des documents, certains documents qui bénéficient de la confidentialité ne sont pas saisis automatiquement. C'est ça qui est important. Il faut bien voir ce qu'est le travail au quotidien d'un juriste, d'un directeur juridique. C'est de donner des avis et des consultations, d'expliquer les risques, de les prévenir. Souvent, il agace un peu le directeur juridique. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, j'empêche de tourner en rond. Hein. C'est un métier qui a beaucoup changé. Vous savez, c'est une fonction qui s'est énormément professionnalisée. Bien sûr, c'est remarquable. Mais justement, les entreprises, y compris les PME, sur l'ensemble du territoire, et la LGE, c'est l'ensemble du territoire. Donc, on reviendra peut-être sur la question, tout à l'heure vous avez évoqué les questions Paris-Province, on y reviendra peut-être dans un instant. Parce que la province, elle freine un peu. On va y revenir. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'enjeu est de permettre aux juristes d'entreprise de faire leur travail pour garantir la bonne application du droit. C'est ça qui se joue là. C'est vraiment, et c'est essentiel. Un mot avant de parler de la province, le temps file à une vitesse folle. Je vais vous donner un exemple très concret. Une entreprise veut prendre une décision de gestion qu'elle estime nécessaire à son activité. Elle va demander son avis à un juriste, à son juriste ou à son directeur juridique. Ce qui est logique, c'est le quotidien. Normal. C'est le quotidien du chef d'entreprise de se faire conseiller pour s'assurer de ne pas faire d'erreur. Il va décider finalement de prendre une décision qui est contraire au droit positif, alors même que le juriste lui a donné un avis pour lui dire « vous ne pouvez pas ». Une instruction pénale arrive, le juge d'instruction va demander au directeur juridique, il va lui dire, alors, si le directeur juridique est avocat, il va lui dire « je veux que vous me produisiez les avis juridiques qui ont été préalables à la prise de décision de cette entreprise ». Là, le directeur juridique, avocat avec le statut, va lui dire « non, pardon, je ne peux pas, je ne peux pas. Ouvert par le secret professionnel. C'est attaché à mon statut. » Voilà. Donc, pour être concret, les États-Unis n'auraient pas pu saisir des documents confidentiels de la BNP. Exactement. Qu'on se le dise directement. Parce que ils auraient eu du mal. Parce que la Cour suprême des États-Unis ne reconnaît le secret professionnel que s'il est attaché à un statut. D'accord. C'est pour ça que le legal privilege ne fonctionne pas. D'accord. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ça aurait donné plus de cadres et de garanties à la BNP. Dans la deuxième, dans sa passion. Ok. Non, attends, je termine. Là, on n'est pas tout à fait d'accord. Je termine. Vous voyez, c'est le monde merveilleux. Non, mais je termine l'exemple, Arnaud. Cette même situation dont je vous ai parlé, si c'est un juriste qui est détenteur du secret sur le document et pas parce qu'il est avocat, donc une confidentialité juridique attachée au document, on appelle ça in rem, c'est-à-dire à la chose, et bien là, le même juge d'instruction va lui dire « Monsieur, je vous demande de me produire ce document ». Il va lui dire « Ah ben non, je ne peux pas parce qu'il y a une confidentialité attachée au document ». Il va lui dire « Mais votre employeur vous autorise à le communiquer ». Et là, il n'a aucune possibilité. Et là, il est battu, comme on dit. Et donc, il rend les docs. Parce que la majorité des autorités étrangères et des juridictions étrangères droit de réponse que le secret professionnel attaché au statut. Votre droit de réponse, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus? Non, on n'aura pas le temps de parler des provinciaux. C'est un point important qui est de dire... Vous n'y croyez pas? Les Américains auraient quand même pu prendre les docs? Non, on n'est pas en désaccord profond. Juste dire une chose qui me paraît importante. Aujourd'hui, pour résoudre la question qui est posée depuis 30 ans, il y a deux options sur la table. Il y a l'avocat salarié en entreprise, qui est une option, et il y a une autre option qui existe, qui est le juriste en entreprise, avec la confidentialité attachée. Sans le mot avocat attaché. Sans le mot avocat. À partir du moment, au regard notamment des juridictions étrangères, c'est vrai que cette profession, l'autre option, est organisée par la loi, bénéficie d'une déontologie. Plus de poids, plus d'ancrage. Déontologie qui peut être sanctionnée par un organe. À ce moment-là, ça aura, puisque ça va se faire, c'est ce que vous portez, en tout cas. Les mêmes conséquences positives sur la confidentialité. Ce que je veux dire là, à cet instant, c'est que notre enjeu, c'est la confidentialité. La question du statut, on doit pouvoir la régler assez intelligemment. C'est sur la table. Moi, je ne crois pas à l'opposition Paris-Province. Je pense... Elle existe. Je ne suis pas certain qu'il y ait une opposition Paris-Province. Je pense qu'il y a aujourd'hui une opportunité incroyable que ce débat qui existe depuis 30 ans soit réglé, trouver une issue. Et ce que je dirais tout simplement, c'est que ça doit se faire de la manière la plus consensuelle possible, avec l'efficacité maximum. C'est ça qui est en jeu. Pour que, sur la conformité, sur le quotidien de nos activités, pas simplement avec les États-Unis, mais en Europe également. En Europe, c'est 17 États. L'Allemagne, l'Espagne. C'est des droits très différents. Oui, mais ils ont des modèles de protection de la confidentialité
pourquoi faut-il que les entreprises françaises soient affaiblies dans ce domaine-là? C'est ça qui doit nous mobiliser. 15 secondes, malheureusement, vous voyez, 20 minutes sont passées, vous voyez, comme une... Je ne les ai pas senties passer. Ben, c'est une excellente nouvelle. Sur Paris-Province, en 15 secondes, ça s'atténue, parce que le barreau de Paris est plutôt favorable à ce que vous portez. La province dit, nous, on va avoir un manque à gagner. Vrai ou pas vrai? C'est faux. C'est faux. D'accord. Ah non, on est d'accord. Vous êtes d'accord? C'est faux. Ils disent, nous, on bosse avec les entreprises. L'Allemagne. Je vous donne un exemple. L'Allemagne, la profession des juristes et des avocats d'entreprise est en nombre beaucoup plus important qu'en France, et le revenu médian est beaucoup plus important. On a un problème de revenu médian. La réalité, c'est que ça sera au bénéfice de la profession, de la filière juridique. Pourquoi? Parce qu'on est sur une chaîne d'économie, c'est une économie de la demande induite, et donc les directions juridiques sont prescripteurs, sont prescriptrices, et donc elles vont demander des consultations, du travail aux avocats. Oui, gagnant. Je déborde tellement le sujet me passionne et tellement le sujet est passionnant. Vous nous avez transmis en tout cas votre volonté de faire avancer le dossier. Il y a eu le projet de loi de finances là, en novembre 2020. Vous vous êtes dit il y a peut-être une ouverture et puis il y a peut-être quelques avancées qui risquent de voir le jour en 2021. Une discussion ouverte, un dialogue. Comme on dit, c'est sur la table. Nathalie Attia, c'était un plaisir de vous accueillir, avocate, présidente fondatrice de Mes-Accords, et puis je ne vais pas préciser présidente de la CE Paris, qui est un syndicat qui a un gros potentiel. Et puis merci à Marc Mossé. Alors vous êtes le directeur juridique, pas avocat, donc de fait chez Microsoft Europe. Et puis vous êtes aussi à la tête d'un syndicat, une association. L'Association française des juristes d'entreprise, voilà. 7000 membres, 15 délégations territoriales partout en France pour faire rayonner le droit français. Je voulais pas qu'il y ait de jaloux. Voilà, en citant le syndicat de Nathalie Attia, je voulais aussi citer votre association puissante, elle aussi, qui regroupe tous ces directeurs et juristes d'entreprise. De tout style, de toute entreprise. Rendez-vous pris, hein, vous êtes les bienvenus pour nous faire un peu partager un accord. Il y a des discussions en cours. Hein. Voilà. On vous dira quand ça avancera, on viendra vous dire où on en est. Quand la fumée blanche sortira des avocats. Exactement. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On a bientôt terminé, on est un petit peu en retard et je m'en excuse. Ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse à la formation à travers le site Le Bon Coin parce que non seulement il y a des annonces, mais il y a aussi des stages et aussi des formations. On en parle tout de suite.